Good morning, everyone. I see Bonjour the tout le waiting room has monde, cooled down a little bit. Welcome. Lots of good bienvenue. morning everywhere Euh, here in euh, Vancouver, British c'est, Columbia, c'est le and matin welcome ici en to Colombie-Britannique, One mais First bienvenue à la Meeting at the 21e, au 21e événement in de la social determinants communauté de of sleep pratique. and heart. This is Notre, open to all of the notre thème audience, and aujourd'hui, so ce sont les I am a déterminants member of sociaux the de l'usage de Policy substances et Evaluation Committee. préjudices, les tendances Yes, existantes got et a les options en pretty matière de exciting program today politique. with some Nous great avons un speakers. programme So let's get très started. excitant aujourd'hui, alors nous allons commencer. A reminder that we do Nous have vous rappelons simultaneous qu'il y a un translation and service de interpretation. traduction If you don't mind simultanée en clicking the français little offert. Vous icon above pouvez the Zoom cliquer window, sur and simply la click Terre ici, le globe click it again to pause it to en the bas original audio, and then et obviously mute the sélectionner radio and everything else français. in the background. Next slide, please. Before we begin, Avant I'd de like to commencer, j'aimerais remind reconnaître et respecter le fait que nous nous next to trouvons One sur First les Meeting territoires the traditionnels des traditional start where the Lekwenen University of Peuple. Victoria stands, C'est là où se trouve l'Université de One First Victoria, goes ainsi que through les its Sanghees, historical roots Esquimalt as et well as its Swanes, ties to the state. It is dont a les statewide relations project historiques avec funded les by terres the continuent University of Victoria aujourd'hui. University and the Center for Addiction and Mental Health in Ontario. Um, I do think opening with the territorial acknowledgement Je is pense really que c'est important when très we're talking important about d'ouvrir avec la non-medical reconnaissance quality territoriale usage, as this parce has que les disproportionately politiques impacted sur les Indigenous people here in substances Canada. ont un impact And plus grand I know sur we les have peuples autochtones folks ici au Canada. Et je joining sais que from nous avons all des over personnes Canada, ici qui perhaps nous outside rejoignent de of partout au Canada. Canada, peut-être même So en if you dehors want du to share Canada. Alors, any si vous voulez relevant additional dire information d'où vous to venez please dans use the la chat zone de icon. clavardage, je vous invite à le faire. So a little bit of housekeeping notes. Today's webinar Alors, includes la a session Q&A d'aujourd'hui inclut une at 90 minutes présentation long. et une période de We've got about questions. Elle va durer 20 minutes donc early 90 presentation minutes. time, and that is being La recorded présentation, for donc, est Q&A. enregistrée, mais nous We've also n'enregistrons pas la provided période de questions. recording Nous allons aussi offrir des liens vers l'enregistrement et les diapositives aux membres de la communauté de pratique après la séance. Nous voulons savoir ce que vous pensez après la session, alors nous allons partager un lien vers un sondage dans la classe, dans la case de clavardage, pardon, et par courriel pour les personnes qui ont des expériences vécues de vie. Nous offrons une compensation. Vous pouvez nous écrire ici au courriel euh, et nous allons remettre les compensations And if you're joining us via phone en today, plus conséquence. know that you attended as your name will not automatically appear on the Votre attendance nom ne va list. pas apparaître And we're automatiquement sur la liste de présente. Alors, si vous si vous we voulez avoir have une compensation, other écrivez-nous par future courriel. webinars to look Nous to avons d'autres webinaires à venir on sous alcohol, peu, cancer, un parents sur raising, le lien entre le and cancer et l'alcool au one looking printemps at et un Aboriginal Health autre Trust, like sur the les programmes de Indigenous gestion de Community. l'alcool, probablement en So juin. exciting list C'est that très can't wait to excitant. Nous launch. avons bien hâte And just a note de that the présenter ces views and opinions événements. expressed as well as Nous representations voulons vous are dire que those les of vues et the opinions audience exprimées and not ici necessarily representative sont of the celles de la or our communauté de program pratique technology. et ne représentent pas nécessairement ceux de tout le monde. So we have Dr. Erin Hoban Nous moderating avons the Q&A Dr. session Erin today. Corbin qui va modérer la Just a séance little aujourd'hui. reminder here, Alors, let's try and wrap up in voici a little un bit of time so we rappel can de a group this large. I see we have over quoi faire 100 pour la people période online. de questions. You can use the chat Vous box pouvez or Q&A utiliser to la submit a question at any case de time. clavardage pour Either send them pour privately to envoyer des moderators questions. Vous if pouvez you'd les like, envoyer en privé au modérateur si vous to voulez everyone. demeurer And anonyme we'll address ou these l'envoyer questions à tout le during the monde et nous Q&A allons poser period. ces questions So durant les périodes de absolutely questions feel free to put à la them fin de la the questions in the chat at séance. any time. N'hésitez pas We will à be saisir addressing them vos until the questions end of pendant the la séance, mais nous presentation. allons y répondre à la fin de la séance parce que Our nous avons moderator quelques might read présentations. off questions Notre from the chatters at the modérateur table, and you can also va use the peut-être raise lire les hand questions. Vous pouvez aussi utiliser l'option lever la if you main want to ask a question out si loud. vous voulez poser And if votre we have question de any vive technical voix. difficulties, Si vous avez des please difficultés send a techniques, message to n'hésitez one of pas the à hosts envoyer un over the message line, and we à will l'une get back to you des as hôtes best dans we la can. case Next de slide, please. clavardage. All right, now on to the intros of our speakers. We have L'introduction several de nos awesome guests here today. présentateurs. Nous avons un Dr. excellent Erin Hoban, présentateur, who's the Dr. Erin moderator, Hoban, qui est la CPAP professor modératrice, in public health in scientiste Ontario, principale à la santé and publique associate professor at the en Alice Ontario, professeure at adjointe the à University of Alberta, and is a collaborating researcher l'Université at the de Canadian Institute for Drug l'Ontario. Use Research. Her research focuses Ses on recherches se developing and concentrent evaluating sur le medications développement et to prevent and fight drug l'évaluation
de, disease at the population d'é- level. d'études à Primary grande objectives include to échelle. generate rigorous solution-oriented Erin research that can inform interventions and policy actions in offre Canada and internationally. influence les politiques au Canada et à l'international. Dr. Brandon Smith est un scientiste de la santé publique en Ontario, professeur adjoint aussi à l'Université de santé publique. Il se concentre sur l'application des méthodes épidémiologiques pour estimer l'impact sur la santé des populations. Il a travaillé sur les politiques de l'alcool, les inéquités sociales. Dr. Claire Benny, résidente au postdoctorat en santé publique de l'Ontario. Elle a un doctorat en épidémiologie de l'Alberta. Elle a étudié l'association entre l'alcool et les revenus. Ces sujets de recherche portent aussi sur les politiques. Et enfin, Dr. Caroline Collienne est une psychologue et une résidente en post-doctorat à l'Institut de la santé mentale. Elle se concentre sur l'utilisation, les tendances de l'usage de l'alcool, la mortalité, l'efficacité des politiques. Dans ses recherches, elle tente de comprendre les résultats des politiques et comment elles peuvent être modifiées. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici pour parler de nos recherches sur l'éducation et l'usage d'alcool, l'hospitalisation et les décès au Canada. Je vous parle de Toronto, le territoire traditionnel de plusieurs nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. C'est maintenant aussi le lieu de résidence de plusieurs Premières Nations Inuit et Métis. Et nous reconnaissons aussi que Toronto est couvert par le traité 13. Je veux reconnaître mes co-auteurs et autrices, dont Dr. Oben, qui est co-candidate avec moi ici et qui va parler, et Dr. Benny aussi. L'alcool est une des premières causes de décès au Canada et dans le monde. L'alcool cause plus de 200 préjudices chroniques et graves négatifs. Et les personnes qui ont une position socio-économique plus basse sont plus lourdement touchées. Les preuves de nos analyses récentes des revues démontrent que le risque de mortalité attribuable à l'alcool est de 3,8 à 5,2 plus grand chez les personnes qui ont une position socio-économique plus basse comparativement à plus élevée. Pour mieux comprendre les potentiels, les mécanismes potentiels, on peut utiliser l'impact de la santé, l'impact sur la santé du contexte social et de la position sociale. Alors, comment la position influence le risque? Cela, il peut y avoir un risque différentiel qui reconnaît que différentes positions peuvent être associées à différentes probabilités. Alors, ici, dans notre exemple, on parle d'usage d'alcool. Et le deuxième parcours, s'il vous plaît, c'est la vulnérabilité différentielle qui va aussi dépendre d'autres causes contributrices. Un niveau donné d'alcool, d'usage d'alcool, les risques et la position socio-économique, le risque va donc varier. Les perspectives sociales se concentrent sur le contexte et la politique. Le contexte social tient compte de l'environnement social et économique. Alors, on voit ici que c'est influencé. On voit les trois différentes flèches ici. La première A, où
Les politiques peuvent influencer la position socio-économique dans la société. B, où les politiques peuvent avoir une influence sur les risques de santé, différents environnements de consommation, une hausse de l'usage d'alcool. En C, les politiques peuvent influencer euh, l'exposition à certains dangers et les résultats. On peut penser à un accès différentiel aux soins de santé. Les recherches aujourd'hui se concentrent sur le risque différentiel de l'alcool et on comprend bien cela parce qu'on sait que dans les populations qui utilisent plus d'alcool, ils ont différents niveaux de préjudice. Euh, Par exemple, les personnes qui boivent plus d'alcool, chez les hommes, par exemple, sont victimes de plus de préjudice. On a donc identifié un paradoxe de préjudice et on voit que dans les pays à revenus plus élevés, euh, euh, les preuves d'analyse démontrent que la consommation épisodique lourde de 15 à 30 et l'usage d'alcool, le volume de moins 5 à 15 explique peu les iniquités qui sont observées, dont la mortalité. Il y a, la littérature essaie d'explorer les mécanismes entre ces relations, notamment l'exposition différentielle à différents risques, dont les facteurs de risque de vie, de style de vie individuel, le contexte, les risques au cours de la vie, les ressources matérielles, l'accès aux soins de santé, différents facteurs en amont, l'emploi, par exemple, l'exposition à différentes opportunités d'emploi et il y a aussi des erreurs de mesure et de sous-signalement. On fait moins attention à la vulnérabilité différentielle à l'alcool. Les mécanismes de l'inéquité sociale sont mal étudiés. L'effet de l'usage de l'alcool diffère aussi dans les sous-populations. Lorsque des positions socio-économiques plus faibles, il y a un effet interactif ou un niveau de risque plus élevé. L'objectif premier, donc, de notre étude était d'étudier l'effet combiné du sexe, genre, de l'éducation et de l'usage d'alcool sur l'hospitalisation ou les décès attribuables à 100 à l'alcool. Nous avons utilisé donc des données d'un sondage sur la santé communautaire au Canada. Ces données incluaient euh, des différents sondages, des données administratives pour examiner, par exemple, l'hospitalisation, les systèmes de rapport de la santé mentale au Canada et aussi les décès. La base de données statistiques, ces données étaient liées à la position économique des individus. Il y a aussi et les préjudices de l'alcool. Dans la population à l'étude, nous avons étudié les gens de 2000 à 2016. On a exclu les personnes du Québec où il n'y a pas de suivi dans les données administratives, dans les trois territoires et dans les régions où les données sur l'usage n'ont pas été combinées dans le sondage. Et, euh, et là où il y a eu des préjudices avant le sondage, on a aussi exclu les personnes de moins de 15 ans pour être cohérent avec d'autres littératures sur l'alcool et parce que pour avoir des mesures qui ne sont pas biaisées.
Nous avons donc une population d'environ 2000 Canadiens, Canadiennes. Alors, non, pardon, 250 000. Nous avons utilisé des hospitalisations et décès qui étaient complètement attribuables à l'alcool. Nous avons utilisé cet indicateur pour être cohérent avec d'autres indicateurs au Canada et utiliser les codes de diagnostic euh, dont le préjudice médical lié par l'alcool, la dépendance, la santé mentale et des troubles mentaux causés par l'alcool. Nous avons opérationnalisé l'éducation. Nous avons aussi mené une analyse sensible pour étudier le quintile des revenus par foyer. Nous avons donc accordé la priorité à l'éducation. Nous avions deux mesures de signalement ou de rapport autonome. La première était euh, euh, la consommation épisodique, plus de 5 verres standards en une occasion, au moins une fois par mois dans la dernière année. Euh, et c'était consistant avec le continuum de risque du Guide du Canada sur l'alcool et la santé. Dans le sondage, le sexe a été mesuré selon la question d'identification, si c'était homme ou femme, et nous avons reconnu que cela caractérise un construit biologique et même si on pensait qu'ils allaient recueillir les aspects biologiques et socioculturels. Nous avons donc utilisé les termes sexe, genre, femme et homme pour parler des différences de sexe et des différences de genre, parce que les femmes expériencent plus de préjudices en consommant les mêmes volumes d'alcool que les hommes. On a aussi tenu compte des rôles qui sont construits socialement, des attitudes et des attentes qui sont liées à l'usage et au préjudice de l'alcool. Et c'est pourquoi on a examiné ces effets de façon stratifiée avec ces facteurs. On a ajusté pour des facteurs de confusion dont l'âge, l'état matrimonial, l'état d'immigration, la province, la ruralité, le cycle du sondage aussi. Nous avions trois analyses statistiques principales. La première, nous allons évaluer la prévalence de la consommation importante par volume et de l'usage par genre et sexe. Nous avons ensuite utilisé des modèles pour estimer l'association entre l'éducation et l'hospitalisation ou le décès attribuable à l'alcool. Nous avons aussi étudié l'effet combiné de l'interaction entre l'éducation et l'usage d'alcool et nous avons dichotomisé de plus pour améliorer la précision et nous avons aussi utilisé l'indice de synergie et c'est une mesure qui représente l'effet combiné relatif des deux risques ensemble, divisé par la somme des effets relatifs de chaque risque ou exposition indépendamment parce que c'est un ratio entre ces deux mesures. Une valeur supérieure à 1 était était supérieure à nos attentes. Voyons ici la consommation épisodique importante selon l'éducation chez les individus qui ont un diplôme d'études secondaires ou qui ont fait des études secondaires. En général, on a trouvé une prévalence plus élevée de consommation importante chez les hommes comparativement aux femmes.
On voit ici le volume de l'alcool consommé par éducation pour les hommes et les femmes. En général, on voit la prévalence d'usage médium ou important qui augmente au fur et à mesure que l'éducation augmente, jusqu'à la catégorie excessive où les hommes avec un baccalauréat ou plus ont la prévalence la plus faible. C'est un tableau ici qui se penche sur l'association entre l'éducation et les préjudices, les hospitalisations, décès attribuables à l'alcool. Euh, Si on regarde au niveau d'éducation le plus faible, on voit qu'il y a une augmentation du risque de 3 fois supérieure entre les hommes et les femmes. Je vais vous orienter ici sur l'effet de l'éducation, l'effet de l'éducation sur la consommation. Ici, c'est pour les hommes et les femmes séparément. Euh, Alors ici, vous voyez un exemple où l'on voit que à chaque niveau de consommation importante, les personnes qui ont un niveau d'éducation faible ont un plus grand risque de préjudice que les personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Cela se produit aussi en absence d'éducation, de consommation plus élevée si vous voyez au-dessus de la boîte rouge. Ici, j'attire votre attention sur la valeur S qui est supérieure à 1 euh, pour les hommes et les femmes. Ce tableau-là est semblable. On regarde, on se penche sur l'effet combiné de l'éducation et l'usage, le volume d'alcool consommé. Vous voyez que les résultats sont très similaires. Ici, si l'on se penche sur les volumes excessifs, on voit que la relation, les personnes qui ont une éducation plus faible sont plus à risque de préjudice. Et les valeurs ici, S, le représentent bien. Les relations sont semblables chez les femmes avec un intervalle de confiance plus élevé parce qu'il y a moins de résultats dans cette population. En général, dans un échantillon représentatif d'une grande population, nous allons trouver qu'il y avait une forte association entre la position socio-économique et les préjudices. Nous n'avons pas vu qu'il y avait un risque différentiel, mais nous avons trouvé qu'il y avait un effet combiné entre un niveau d'éducation faible et une consommation élevée chez les hommes et les femmes. En général, les interventions au niveau de la population sont donc nécessaires pour réduire la charge et les inéquités socio-économiques des préjudices qui sont attribuables à l'alcool. Et notre étude a bien sûr des limitations. Plusieurs sont communes en recherche observationnelle. Les biais des personnes qui n'ont pas répondu, qui offrent des réponses qui sont biaisées, un biais de sélection. On a donc exclu les populations qui sont difficiles d'atteindre du sondage, dont des personnes qui vivent d'itinérance. Il y a aussi des erreurs de mesure, par exemple les mesures qui sont rapportées de façon autonome, qui sous-estiment la consommation d'alcool, généralement de 30 à 60. Dans la littérature, il n'y a pas de preuve que c'est différent selon différents facteurs sociodémographiques. Nous avons aussi mesuré la consommation d'alcool à un moment seulement. Les inéquités socio-économiques véritables en matière de préjudice à l'alcool sont vraisemblablement sous-estimées. Si l'on revient au cadre conceptuel, on peut penser à des options politiques. Les politiques qui influencent de façon directe
la and the consommation. risk of the alcohol harm. Next slide, please. The next category you could think about On alcohol peut penser policies aussi à des politiques sur that l'alcool qui ont des increase effets alcohol use in disproportionnés those populations sur that la are consommation dans les socioeconomically populations disadvantaged. qui vivent And des I think inéquités. Carolyn's going to talk a little bit about this Caroline va en as parler, we je get pense, into dans sa our présentation. presentations. Next slide, please. And the final, just the Et enfin, interaction of the two euh, mean il that y a many des alcohol policies interactions and entre regulations les effets combinés, ce reduce qui veut dire likelihood que of les alcohol could have important politiques implications for peuvent avoir risks des implications as there's additional costs importantes pour for réduire les populations and even inéquités population level alcohol policies socio-économiques that that we know en has very contrôlant, par exemple, la significant outcomes. disponibilité, le prix Next slide. et les publicités sur l'alcool. So yeah, that's it for me. So thank you very much Alors for your voilà pour moi. attendance. Merci Starting de to votre launch attention. last month Cette in étude a été epidemiology, and it's publiée le mois available for dernier dans your reference in your Épidémiologie et folio vous pouvez voir les références ici à l'écran. if you want to give it a read. So thank you very much. Merci beaucoup. Great. I'll just unmute myself here. So my name is Claire Benny. Again, Je I'm m'appelle Claire Benny. Je suis une résidente en postdoctorat en santé publique à l'Ontario. Je vais parler de recherche des inégalités du revenu et des décès du désespoir. Je veux dire que ces articles sont disponibles en ligne dans les journées d'épidémiologie et en santé communautaire. Si vous voulez en savoir plus, les DOI sont ici. Sinon, vous pouvez m'écrire à claire.benny@oahpp.ca. Oh, next slide, please. Great. So I'd like to acknowledge that J'aimerais reconnaître, je ne suis pas affiliée aux personnes à Santé publique Ontario. Ce travail a été conduit avec des membres de l'Université de l'Alberta. J'aimerais reconnaître qu'on était situé dans les territoires du traité Six, des Cris, Pieds-Noirs, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe, Inuit et plusieurs autres peuples qui continuent à influencer la culture vibrante de l'Université de l'Alberta. J'aimerais aussi remercier mes collègues ici à l'écran. Ce travail s'est concentré sur les inégalités des revenus et sur les décès et hospitalisations des décès. L'inégalité des revenus, c'est la différence entre les personnes qui gagnent le plus et le moins d'argent dans une région. En général, c'est mesuré par le coefficient Gini sur une échelle de 0 à 1. Plus la différence est grande entre les différents niveaux de revenus, plus le coefficient Gini est élevé. Les études sur la question au Canada sont moins courantes qu'aux États-Unis parce qu'on pense que ces inégalités ne sont pas aussi diverses au Canada, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Alors voilà, vous voyez la région de Toronto et vous voyez que les plus grands niveaux d'inégalité sont au centre de Toronto à cause de la variabilité des revenus. En général, les centres urbains ont des inégalités plus grandes que les zones rurales. Pour lancer la présentation, j'aimerais que tout le monde pense à cette question. Préfériez-vous vivre dans un monde où votre revenu est 50 000 et celui de tout le monde, c'est 25 000, ou dans un monde où votre revenu est 100 000 et celui des autres est 250 000 Alors, on doit essayer de comprendre comment l'inégalité des revenus affecte notre santé. Il y a trois principaux mécanismes qui existent dans la littérature, les comparaisons sociales. Cela se produit quand on se compare aux personnes qui ont plus ou moins que nous et qui peut manifester des sentiments, différents sentiments. Il y a deux autres mécanismes qui sont aussi très importants. L'érosion de la cohésion sociale, c'est l'idée que dans
les régions où les revenus sont plus élevés, il y a une plus grande érosion de la confiance entre les voisins, les pairs, les personnes qui vivent dans une même région. On aura peut-être moins envie d'aller frapper à la porte de nos voisins pour demander de l'aide. Et enfin, il y a le désinvestissement dans le capital social. Dans les communautés, par exemple, où il y a plus de revenus, il y a moins d'investissement dans la formation, l'accès aux services et autres ressources de capital social. Next slide, please. Now, to go on to deaths of despair. Deaths of Alors maintenant, on despair refer passe aux to décès deaths that are de due to the désespoir. Ce poisoning of sont les alcohol, décès qui sont attribuables aux alcohol, surdoses, and à des suicide. maladies du foie liées à These l'alcool et au also suicide. been concentrated in La the plupart des United recherches s'est States, where concentrée donc sur les 30% États-Unis. of Il n'y a mortality pas is eu à l'heure associated with actuelle smoking dans le on average. contexte That's when canadien this study first came about. quand So cette deaths étude a of été despair publiée. are really important Les because décès they de are désespoir sont factors très that importants influence parce que c'est des life grands facteurs de expectancy. réduction de Despair has l'espérance de more vie impacts, et ça a even des more coûts important or more économiques severely than très élevés. those economic costs are the social Et costs of ces the coûts, loss il y a of aussi des innocent coûts lives sociaux and élevés pour les communities. communautés et les So as it stands, deaths of individus. despair on their way to Les décès, death due donc, to substance use, increasing by over ils ont 150% over the past decade, associés à l'usage des and by substances 40% for ont suicide augmenté de plus de over the past 150 decade. au cours des 2 As we have décennies et les more suicides de 40 pendant la même So why do période. income inequality and deaths of Alors, despair pourquoi become les linked? inégalités des Well, revenus et les because décès income inequality décès du affects the désespoir? On sait que les substance use, inégalités du burden, revenu mental health, affectent la physical santé health, and mentale euh, and then those same factors et que ces mêmes influence facteurs increased sont risk aussi of deaths of associés despair. à la hausse du risque des décès du désespoir. Now, if we can consider those Si three on main considère mechanisms alors of ces, behavior les trois change, mécanismes we're dont going to on a inherit déjà substances parlé, and on so se on to compare à d'autres, shame, on a self-worthiness, ces or sentiments sometimes de resistance honte, of things such as et c'est isolation, souvent associé à depression, l'isolation, à anxiety, la etc., dépression, à which thereby l'anxiété, increase the risk ce of qui peut death augmenter notre risque d'usage de or use substances of risky ou, substances euh, or suicide or ou self-harm. de suicide. In terms of the erosion of social En cohesion, termes de l'érosion de la suicide avoidance cohésion also plays a sociale, on peut positive se role. retirer, This is a s'isoler. great C'est predictor donc un un prédicteur très important d'empoisonnement chez les personnes qui utilisent des substances, mais aussi un facteur de risque pour la dépression, l'anxiété et d'autres troubles dont l'usage de substances. On voit aussi un grands exemples de désinvestissement en capital social par les surdoses, l'empoisonnement aussi dans les zones où l'inégalité est très élevée, plus par exemple de fermeture de sites d'injection supervisés ou d'échange de seringues. Opportunities such as those. So if we can move forward here. So the main objective of this study L'objectif principal de is cette to étude est inequality d'investiguer behind the deaths of l'association despair entre les inégalités des revenus if we can et next slide. les décès chez les jeunes So why are we Canadiens. looking at this Alors, study? pourquoi la Well, mental health jeunesse? typically Les troubles de onset santé in mentale adolescence and young adulthood. It's also se taught to développent be en général à l'adolescence drinking, et chez les jeunes adultes. Ils particularly commencent à as a boire de l'alcool, of à getting lost in utiliser des experience, substances. technology, or Le quick suicide est une substance cause uses principale de and décès mental chez les health. jeunes et Suicide, the c'est leading le cause of death groupe, in youth, although le suicide deuxième is groupe becoming le a plus resurgent susceptible de epidemic vivre and that we're still une looking at in the surdose Canadian context. dans le contexte Move canadien. forward. So this study specifically used census data Cette and death records from étude a 2006 utilisé des données du recensement et du certificat de décès de 2006 à 2019, une étude qui était représentative de la population canadienne de moins de 20 ans en 2006. Donc, une population qui pouvait, les personnes donc les plus vieilles dans notre étude pouvaient avoir environ 33 ans. Les inégalités en termes de revenus ont été utilisées par le coefficient Gini et nos résultats incluaient les décès d'espère en général, la surdose liée à la consommation de drogue, le suicide, les maladies du foie associées à l'alcool et
il n'y avait pas assez de cas ici dans notre étude parce que ça se produit au cours de la vie des personnes. Alors, il y avait peu de cas pour notre étude spécifique. J'ai calculé les fréquences, proportions, les erreurs standards pour comprendre l'échantillon et une analyse de survie à plusieurs niveaux pour chaque résultat. Et j'ai stratifié aussi les analyses par genre pour voir s'il y avait des différences entre les hommes et les femmes. Voilà les données socio-démographiques. Les numéros sont très élevés parce qu'on a utilisé le recensement. La plupart des gens étaient hommes. La majorité n'était pas immigrants. La majorité avait des revenus plus élevés et la majorité ne faisait pas partie d'une minorité. En général, l'âge moyen était 10 ans et, le coefficient Gini dans la région sur laquelle que nous avons étudié était 0,38, donc un niveau modéré d'inégalité des revenus. Et le revenu moyen était d'environ 58 000 $. Les résultats. On a découvert que pour chaque déviation standard, hausse de déviation standard, le coefficient Gini est associé à une hausse du ratio de risque pour les décès de désespoir, la surdose et les décès, toutes causes confondues. Avec un rapport historique annuel ici ajusté, par exemple, pardon, que vous pouvez voir à l'écran. Pour visualiser tout cela un peu mieux, on voit ici que les estimés en général pour les décès du désespoir, par exemple, c'est environ 1,38, une hausse d'1,38 en termes de ratio de risque dans les zones où les inégalités sont plus élevées. On voit ici que pour le suicide, on est presque, pratiquement, on peut imaginer que c'est un résultat clinique significatif au niveau clinique, mais je ne peux pas dire de façon avec confiance que c'est vrai. Et pour tous les décès, on voit ici qu'il y a une différence, mais la magnitude est beaucoup plus faible comparativement aux décès et du désespoir et aux surdoses. Nous avons donc cette information et c'est très intéressant parce qu'on réalise que le décès est bien sûr le pire résultat. Et notre travail sur le désespoir s'est concentré sur ça. Là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur des événements proximals, ce qui se passe avant le décès. Nous avons donc fait alors, le deuxième objectif est d'investiguer l'association entre les inégalités et les hospitalisations du désespoir chez les Canadiens. Alors, nous utilisons des sources de données très semblables, mais axées sur l'hospitalisation plutôt que sur les décès pour voir si les inégalités jouent un rôle ici aussi. Vous voyez que la population était semblable. Nous avions plus de femmes ici que d'hommes. C'est la population en général, pas seulement les jeunes ici. Vous voyez que l'âge ici moyen est 42 plutôt que 10 dans l'autre étude. Le revenu aussi après taxe moyen est de environ 47 000 $ annuellement. Alors, on voit ici un modèle semblable parce que l'on peut voir ici, on peut parler des maladies du foie qui sont associées à l'alcool parce que la population était plus grande.
Si on regarde aux hospitalisations de désespoir, ce résultat est très semblable à l'étude sur les décès du désespoir. On voit ici une hausse sur les surdoses. On voit aussi que les inégalités sont associées aux hospitalisations et cela s'aligne sur la littérature courante. when looking at income inequality specifically. If we could move forward. Okay, so in terms of the discussion, essentially what we've seen En is termes de la discussion, ce qu'on a vu, c'est que les inégalités plus élevées sont associées avec un risque plus élevé de décès de désespoir, les décès par surdose, l'hospitalisation du désespoir, l'hospitalisation des surdoses aussi. Pour parler des nuances dans cette étude qui pourraient nous intéresser en premier lieu, je veux dire que le terme désespoir, décès du désespoir a été contesté dans la littérature parce que c'est implicite. On ne peut pas dire qu'il y a une cause directe entre le désespoir et les décès. Et ce n'est pas nécessairement vrai parce que, par exemple, on sait que la surdose les surdoses sont souvent causées par les contaminations de la drogue, la perte d'autotolérance, des opioïdes synthétiques, par exemple. On sait donc que ce n'est pas nécessairement causé par les désespoirs, mais ça peut être un empoisonnement accidentel. Cela étant dit, dans la littérature existante, on comprend que ces résultats ne sont pas nécessairement indépendants du désespoir et des traumatismes qui sont associés à la santé mentale. Alors, ce terme est donc utilisé simplement en termes de mesures collectives, mais on ne doit pas nécessairement considérer que ces résultats sont causés par le désespoir. Et, je me demande enfin pourquoi on se questionne seulement sur la surdose, pas sur le suicide, les maladies du foie, et c'est parce que les surdoses plus dépendantes de différents facteurs, par exemple. Les inégalités sont associées à l'isolation et l'isolation est un grand facteur de risque pour l'empoisonnement, la surdose, parce que les personnes ont un plus grand risque de surdose et de mourir d'une surdose lorsqu'elles sont seules. Alors, c'est pourquoi peut avoir une association plus grande entre les inégalités des revenus et les surdoses comparativement aux autres résultats. En termes de santé publique, ce travail peut informer les discussions sur les inégalités des revenus. Lorsque lorsqu'on pense à ça, on peut dire on pense à donner de l'argent pour réduire les inégalités. On parle de taxes, de transfert d'argent, de la hausse des salaires minimums. Parfois, ces sujets sont contestés en politique. Alors, comment on peut allévier ces problèmes? C'est en mettant en œuvre plus de support en santé mentale dans les régions où il y a de plus grandes inégalités des revenus, mais aussi mettre des mesures en place pour la réduction des préjudices et la prévention des drogues. Alors, pour résumer, je sais que j'ai dépassé mon temps. Pour répondre à la question, est-ce que vous préfériez vivre dans un monde où votre revenu est de 50 000 et celui de tout le monde est de 25 000 ou le vôtre est 100 000 et celui des autres est 250 000 dans une expérience sociale? La plupart des gens sélectionneraient l'option 1. 50 000 pour eux et 25 000 pour tout le monde. Et c'est une inégalité. Alors, merci d'avoir écouté ma présentation. Okay, thank you. I will continue from here with looking at the question. Alors, c'est à mon tour. Je vais me poser sur la question, qu'est-ce que l'on peut faire pour traiter les inégalités en matière de santé? On voit vraiment qu'il y a des différences entre les résultats particulièrement liés à l'alcool. Cela peut différer entre différents groupes socio-économiques et
les revenus. Et je veux maintenant parler de la question comment on peut utiliser les politiques de contrôle de l'alcool pour réduire ces inégalités de santé et la morbidité liée à l'alcool. Et je vais faire référence en général à une publication que nous avons publiée l'an dernier et qui est qui est un résumé en fait de la littérature internationale, comment les politiques de contrôle de l'alcool peuvent réduire dans différentes populations, par exemple dans les groupes qui sont définis par des statuts socio-économiques. Lorsque l'on parle de politique de contrôle, d'abord, on doit être clair, se demander ce qu'elles ont et j'aimerais ici faire référence aux pratiques de l'Organisation mondiale de la santé, que les politiques les plus rentables pour réduire la consommation d'alcool dans la population. Il y a trois domaines qui sont considérés plus importants pour avoir des restrictions sur la consommation d'alcool. Dans chaque domaine, on voit encore une fois qu'il y a des mesures spécifiques qui peuvent être adaptées, par exemple pour augmenter les prix des breuvages alcoolisés, la taxation, par exemple. On voit aussi des politiques qui limitent la disponibilité des breuvages, dont spatial ou temporel, par exemple. À la prochaine diapositive, je vais me concentrer sur la taxation parce que ces politiques sont les plus efficaces et elles peuvent aussi être implémentées au niveau d'État et fédéral, ainsi qu'à un niveau plus local. Nous allons d'abord parler des politiques sur les prix. J'aimerais parler d'une idée générale sur les politiques. Comment nous pouvons changer la consommation quand on change les prix. Et cela est fait dans le cadre d'une politique qui augmente, par exemple, les taxes sur l'alcool et cela crée donc une hausse des prix de l'alcool. Et bien sûr, ce n'est pas une traduction un par un. Parfois, les compagnies augmentent les taxes plus, les prix augmentent plus que le taxe. Ce n'est donc pas un ratio de 1 pour 1. Cependant, d'une façon ou d'une autre, lorsque l'on augmente les prix de façon importante, on voit en général, si les taxes augmentent, on voit que les prix changent aussi et cela réduit la demande pour le produit. Les gens vont donc acheter moins d'alcool et en boire moins. Nous nous sommes penchés sur les politiques de taxation dans notre revue systématique et notre méta-analyse et on doit dire que on a limité notre étude aux publications qui se penchaient sur l'effet direct des taxes sur l'alcool et la consommation d'alcool. On a donc appliqué une définition stricte sur la conception de l'étude pour pouvoir interpréter les causes entre les politiques et la consommation. Nous avons identifié 10 études dans lesquelles nous avons découvert que doubler les taxes sur l'alcool, alors une hausse de 100 mènerait à une baisse de consommation d'environ 10 Et c'est ce que vous pouvez voir ici sur le graphique à droite, où il y a le X, où sur l'axe X et Y, où vous voyez les changements de la taxe assise sur l'alcool et vous voyez une association linéaire que l'on a identifiée dans notre modèle.
où l'on voit la relation entre le changement des taxes et le changement de la consommation. Une autre politique, c'est les prix minimums. Donc, il y a des politiques qui implémentent un prix de base sur l'alcool ou les unités. On a identifié 4 études dans notre revue qui rapportaient que lorsque l'on introduisait un prix minimum unitaire, il y avait une réduction moyenne de 12 en consommation d'alcool. Et ces politiques sur lesquelles nous nous sommes penchés ont été introduites en Australie et dans d'autres pays, en Royaume-Uni, où il y a eu une introduction de prix unitaire minimum. Et dans ces 2 pays, le prix minimum unitaire était environ le même, 88 cents par 10 grammes d'alcool pur. Vous voyez le sommaire ici à droite de l'étude et le poids pondéré ici, la moyenne pondérée, pardon. Et ce qui est intéressant selon moi, c'est que chaque point ici à l'écran représente un estimé on voit que cela diffère selon le type de breuvage et l'on peut voir que dans les études en Écosse et dans le Pays de Galles, une plus grande réduction des niveaux de prix a une plus grande influence sur le cidre parce que c'était un breuvage qui était très prisé avant la hausse, la taxe d'assises. Il y a donc eu un changement considérable dans la consommation. Alors, ces résultats sont reflétés dans la population en général, sans tenir compte du sexe, du statut socio-économique, par exemple. Mais je veux parler des inégalités en matière de santé, comment les politiques de prix peuvent avoir des impacts sur les différents groupes socio-économiques. Cela peut, pour voir ça, dans les mécanismes que je vous ai montrés ici, on parle donc maintenant de rentabilité. On voit ici que lorsque l'on augmente le prix des breuvages alcoolisés, par exemple par la taxe ou le prix unitaire minimum, pas toujours, la demande ne va pas toujours diminuer et c'est à cause de la rentabilité. La rentabilité, ce n'est pas une fonction du prix seulement, mais aussi une fonction du revenu. Alors, si l'on a une faible hausse de prix ou si l'on a tellement d'argent que cela ne nous dérange pas, si le prix augmente, on ne va pas changer nos habitudes selon la nouvelle taxe. Ce mécanisme, cet élément du mécanisme, donc la rentabilité, l'abordabilité a donc un impact différentiel sur les politiques dans différents groupes de revenus. Et on a vu ça en Écosse. J'en ai parlé un peu plus tôt. Alors, en Écosse, l'Écosse a introduit un minimum unitaire en 2018. Dans notre étude, comme vous pouvez le voir ici, sur l'axe Y, le changement de la consommation et sur l'axe des X, les achats et les revenus. Alors, les foyers qui achetaient le plus d'alcool ont diminué leur achat de façon plus importante après la hausse des prix. À droite, vous voyez les quintiles de revenus des foyers. Et on voit ici que la consommation ou l'achat d'alcool a diminué le plus dans les foyers où les revenus étaient les plus faibles. Alors, le pouvoir d'achat a bien évidemment une influence là-dessus.
On voit cela ici, c'est reflété dans les décès et les hospitalisations qui sont reliés à l'alcool. C'est une autre étude ici qui a été conduite en Écosse, pardon. La case ici à droite montre que dans les régions les plus démunies, les décès et hospitalisations liés à l'alcool ont beaucoup diminué après l'introduction du prix minimum unitaire, mais il n'y a pas eu, par exemple, de réduction dans les autres régions ou dans les autres quartiers qui étaient moins démunis. Il y a des preuves aussi dans d'autres pays, par exemple en Lituanie, qui ont des politiques sur l'alcool parce qu'ils introduisent plusieurs politiques, dont une hausse de taxe d'assises en 2017, où ils ont plus que doublé la taxe sur le vin et la bière. Et c'est une situation qui ne se produit pas beaucoup. Et ce que l'on peut voir ici, dans ce tableau à droite, c'est la tendance au fil du temps des inégalités des mortalités. C'est très important. On voit ici la différence absolue entre toutes les causes de mortalité des gens qui sont plus éduqués et moins éduqués. Ce n'est pas seulement la mortalité d'un groupe, c'est déjà une mesure des inégalités. Et vous voyez dans le temps, c'est pour les hommes seulement, les inégalités en hausse de mortalité. Il y a une hausse des inégalités et il y a une chute importante après l'introduction des taxes. Vous voyez ici où il y a la ligne verticale. Les inégalités de mortalité ont diminué de 30. Cet effet n'a pas été étudié, n'a pas été observé chez les femmes et dans les années suivantes, en 2018-2019, cette inégalité a été modifiée dans les années suivantes. Ce que l'on voit par contre, c'est que pour les politiques sur le prix, elles semblent vraiment affecter les groupes socio-économiques de façon différente. Là où il y a des inégalités en matière de santé causées par l'alcool. Alors, cela soutient les résultats relatifs aux inégalités en matière de santé associées à l'alcool. La situation maintenant, les restrictions en matière de disponibilité. Les ventes, par exemple, dans différents pays où la vente d'alcool le dimanche est interdite. Une journée par semaine. Nous nous sommes penchés sur ces politiques de façon plus spécifique. Nous avons identifié 5 études. Elles étaient localisées aux États-Unis, en Suède et une au Canada. Dans notre vue systématique et notre méta-analyse, nous avons déterminé qu'il y avait une réduction de 3,6 de la consommation d'alcool lorsque les ventes d'alcool étaient interdites une journée de plus par semaine. L'impact de cette interdiction est le même, mais dans une direction opposée. L'astérix démontre un effet renversé. Lorsque l'on se concentre sur les groupes socio-économiques seulement, et je dois dire ici que dans notre revue, nous avons vraiment fait une recherche dans la littérature. Nous n'avons pas été capables de trouver une étude qui se penchait sur les différentiels entre les groupes déterminés par leur statut socio-économique. On a donc fait notre proche étude au Minnesota où l'interdiction de vendre le dimanche a été rejetée en 2017 et ces résultats ne sont pas encore publiés. Vous n'allez pas trouver ces résultats en ligne.
je l'espère plus tard. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est penché sur les mortalités attribuables à l'alcool au fil du temps pour différents groupes de gens et d'éducation. On a découvert qu'avec le rejet de l'interdiction de vente du dimanche, il y avait une hausse de mortalité chez les hommes qui étaient éduqués, mais pas chez les hommes qui étaient peu éduqués. On a aussi vu que les hommes qui avaient une éducation moyenne, le taux de mortalité a augmenté, mais pas de façon aussi prononcée que chez les hommes plus éduqués. Ces premiers résultats, donc, indiquent qu'il peut y avoir un effet différentiel, mais dans ce cas, chez les hommes, alors qui avaient un statut socio-économique plus élevé, on a vu que ces personnes avaient une plus grande possibilité de répondre aux politiques. On ne peut pas vraiment tirer de conclusions probantes à ce moment-ci, mais on a vraiment vu un lien entre le statut socio-économique élevé et l'interdiction de vente ou de boire le dimanche. Il y avait plus grand taux de réponse aux politiques chez les hommes plus éduqués. Et cela est contraire à ce que l'on observe dans les politiques sur le prix, où l'on voit que ces politiques vont augmenter les inégalités. Par exemple, si on veut mettre en œuvre une nouvelle politique sur les ventes du dimanche, dans ce cas-là, on assumerait, selon ces résultats, que les personnes qui sont plus élevées auraient plus tendance à réduire leur consommation et l'inverse pour les personnes qui sont moins éduquées. Je dois dire par contre que cette étude est toute première et que nous ne sommes pas au stade où nous pouvons comprendre ce qui se passe vraiment ici. Alors, nous allons faire plus de recherches sur les groupes socio-économiques pour voir pourquoi il y a cette réponse différente. Et cette recherche doit donc être faite pour comprendre ces impacts. Cela étant dit, j'aimerais terminer ici. Nous avons découvert que les politiques de contrôle de l'alcool peuvent avoir un impact sur l'usage d'alcool de façon différente dans différents groupes socio-économiques et cette efficacité différentielle peut avoir contribué à la baisse des inégalités en matière de santé qui sont associées à l'usage de l'alcool ou les élargir, les agrandir. Alors, bien sûr, notre but principal est de réduire la mortalité et les préjudices liés à l'alcool dans la population en général. Les politiques sur l'alcool doivent donc réduire tout cela, mais on doit se dire que différents groupes vont répondre de façon différente à différentes politiques et que cela peut en retour créer plus d'inégalités. Finalement, nous devons aussi nous dire que les politiques de contrôle de l'alcool sont utiles pour réduire les mortalités associées à l'alcool et qu'elles peuvent aider à réduire les inégalités. Cependant, elles ne peuvent pas contribuer à réduire les inégalités, par exemple, en matière, par exemple, d'accès aux soins de santé. Donc, pour vraiment traiter des inégalités en matière de santé, pas seulement liées à l'alcool, on peut aussi considérer d'autres politiques qui tiendront compte de ces facteurs pour tout le monde. Et si vous êtes intéressé, si cette recherche vous intéresse, nous
sur notre étude sur l'impact des politiques de contrôle de l'alcool. Je vous invite à consulter notre site web. Vous pouvez rechercher notre projet et voir ce que aussi avoir accès à nos résultats avec CAMH, l'Université de Sheffield, le Public Health Institute aux États-Unis. Merci.